bonjour à tous et à tous. Bienvenue à cette seconde journée du cycle de conférences du parcours de la céramique 2023. Cette conférence sera intitulée Théodore Deck de Guebwiller à Paris, itinéraire d'un céramiste d'exception. Celle-ci vous est présentée par Eric Munch, chargé de développement des affaires culturelles pour la ville de Guebwiller, et son assistante de conservation, Clara Capita, et les deux travaillent au musée Théodore Deck. Durant cette conférence, ils vous feront la présentation du musée, des collections et de leur exposition à venir sur le bicentenaire de Théodore Deck, qui aura lieu du 14 octobre au 3 mars 2023 et 2024, en espérant que cette conférence vous plaise. Donc on se permet de vous présenter Théodore Deck, notre musée et l'exposition qu'on présentera à partir du mois d'octobre. Donc merci pour votre présence ici. On est ravis de venir à Paris vous présenter ce céramiste d'exception. Je laisse la parole à ma collaboratrice Clara Capita. Créée aux alentours du XIIe siècle, la ville de Guebwiller est aussi surnommée la Cité du Florival ou encore la Vallée des Fleurs et se situe dans le Piémont vosgien. La vallée du Florival dispose d'un riche patrimoine et de richesses locales exceptionnelles. Tout d'abord, son patrimoine religieux, lié à la fondation de l'abbaye de Murbach en 728, a permis au territoire de rapidement se développer à partir du 8e siècle. Ce patrimoine constitue d'ailleurs l'un des points forts du musée, à travers une série d'œuvres remarquables, dont la Vierge à l'Enfant des Dominicains. Cette collection s'est développée par la suite notamment par un dépôt important du conseil de fabrique de l'église Notre-Dame ou encore des archives liées à l'activité de l'abbaye de Murbach. L'histoire de la vallée du Florival est intimement liée à la fondation de cette abbaye. La ville de Guebwiller a même été créée à l'initiative de cette abbaye et de ses abbés, devenus princes au XIIIe siècle. Dès le XVIIIe, la ville se métamorphose suite à l'essor de l'industrie textile. Ce patrimoine est notamment visible au dernier étage du musée à travers une collection de métiers à tisser, d'affiches ou encore d'échantillons textiles. C'est dans ce contexte qu'apparaît la figure de Théodore Deck, natif de Guebwiller. La situation géographique de Guebwiller et des régions avoisinantes favorise également l'apparition dans les collections d'autres témoignages locaux tels que la viticulture, la minéralogie ou encore l'archéologie, qui ont également investi les étages du musée Théodore Deck. Suite à son développement dans les années 80, le musée quitte l'ancienne église des Dominicains pour s'installer dans l'ancien Grand Doyenné fondé par les princes abbés de l'abbaye de Murbach. En effet, la collection dédiée à Théodore Deck s'étoffe considérablement à la suite d'acquisitions et de donations. Bénéficiant de l'appellation Musée de France, le musée Théodore Deck et des Pays du Florival abrite la plus prestigieuse collection publique de faïences signée par Théodore Deck. Cette collection est constituée dès 1933 par des passionnés du patrimoine local de la région de Guebwiller. Composée de plus de 500 pièces aux motifs et influences éclectiques, cette collection ne cesse de s'accroître au fil des ans, à travers des dons et des dépôts, mais également par le biais d'une politique d'acquisition sélective qui permet de concilier l'aspect esthétique et l'importance historique des œuvres réalisées par Théodore Deck. Alors, c'est vrai ma collaboratrice vous mentionne la figure de Théodore Deck. Il conviendrait de présenter cette figure qui est vraiment ce qui nous amène aujourd'hui depuis notre Alsace jusqu'à Paris pour vous présenter ce céramiste d'exception. Théodore Deck, c'est pour nous le plus grand céramiste du 19e siècle, né le 2 janvier 1823 à Guebwiller, dans une ville, dans ce contexte du 19e siècle, où il y a un passé industriel, une production textile très importante et dans laquelle de grandes familles d'industriels ont fait leur nom, entre Guebwiller mais aussi Mulhouse. Donc on peut citer ici les Schlumberger, les Debarry, les Burkhardt et les Dollfus. Théodore Deck est lui-même fils d'un teinturier sur soie, travaillant pour la famille Debarry. Donc ça témoignera d'un intérêt tout particulier pour le jeune Théodore, pour la chimie et les couleurs, puisqu'il baigne dans l'atelier de son père dès son plus jeune âge. Il suit une formation en tant que poilier faïencier chez Maître Huguelin à Strasbourg et voyagera à travers l'Europe de 1844 à 1847. Il s'installe ensuite à Paris auprès de la manufacture Vogt. Le contexte politique, économique et culturel de 1848 le contraint malheureusement à revenir à Guebwiller, ville dans laquelle il repassera 3 années de sa vie avant de revenir à la capitale. Il y installe en 1856 son atelier pour pratiquer la faïence d'art et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Il y installe la fabrique Deck, la fabrique des frères Deck, puisqu'il n'est pas tout seul, c'est une affaire de famille. Il est accompagné de son frère Xavier Deck, mais également de ses sœurs, Marguerite et Anne-Marie.
Ses frères et sœurs sont clairement impliqués dans la vie de cette faïence d'art qui est installée dans le 15e arrondissement de la ville de Paris. Théodore Dec va exercer dans la capitale pendant plus de 30 ans son art de la céramique, à une époque où coïncide une fascination pour l'Orient, un fort engouement pour les arts décoratifs. Lui-même est perfectionniste. Théodore Dec va effectuer sans cesse des recherches sur les émaux et améliorer ses techniques de céramique jusqu'à donner son nom à un fameux bleu, le bleu Dec, ou qu'on appelle aussi le bleu ciel d'Égypte. Il devient en 1887 administrateur de la Manufacture nationale de porcelaine de Sèvres et rédige cette même année un traité qu'il appelle La Faïence, qui n'est rien d'autre que le testament de son savoir, de ses recherches et de sa pratique céramique. Alors c'est un exemplaire de la faïence dont on dispose au musée Théodore Dec, un exemplaire, un livre relié en cuir qui comporte un décor de plaques de faïence qui lui aurait été offert par ses ouvriers lors de sa nomination en tant qu'administrateur de la Manufacture nationale de porcelaine de Sèvres. Théodore Dec, c'est un homme politique également, engagé dans la vie de son arrondissement, il est engagé politiquement, il est animé par des idées républicaines, il est proche du Parti radical et il se présente par ailleurs aux élections municipales de son arrondissement. Il est élu adjoint au maire dans le 15e arrondissement de Paris de 1870 à 1871, pendant le conflit franco-prussien. C'est également un élément clé pour comprendre la figure et la personnalité de Théodore Dec. Il est également engagé dans la vie de son arrondissement et devient directeur de la bibliothèque du 15e arrondissement de Paris. Il est très actif, par ailleurs, pour l'ouverture de bibliothèques populaires associatives. Donc ici, on a une autre figure, un autre portrait de Théodore Dec qui est conservé dans les collections du musée Théodore Dec. On l'a indiqué ici avec sa description sur le marly, un portrait qui nous a servi, vous le verrez, à réaliser notre affiche pour l'exposition qu'on présente au mois d'octobre prochain. Un portrait qui a été réalisé en 1870. Je vous ai mentionné le conflit franco-prussien qui a un rôle important à jouer dans la vie du céramiste puisqu'il est alsacien, installé à Paris, mais fier de ses racines alsaciennes et fier de son attachement à la France. Nous conservons au musée Théodore Dec cet encrier qui était le sien, qui figure des rats installés sur un document qui figure le traité de Francfort avec un crâne, un casque, le crâne percé, des rats qui rongent ce document, qui témoigne la vision très critique de Théodore Dec à l'égard du traité de Francfort. Il aura fait le choix, après l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Empire allemand en 1871, tout comme ses frères et sœurs, de la nationalité française. C'est un Alsacien à Paris, mais fier et très attaché à ses racines. Son attachement à l'Alsace est présent et il en témoigne tout au long de sa vie. Il établit un dense réseau d'artistes et de collaborateurs alsaciens lorsqu'il est à la capitale. Son ami, par ailleurs, Auguste Bartholdi, lui-même alsacien, réalise en son honneur le monument dans lequel il repose aujourd'hui au cimetière Montparnasse, sur lequel vous pouvez lire, alors c'est un peu difficile malheureusement, j'en suis désolé vu la taille de la projection, on y lit une locution latine qui peut se traduire dans « Et il arracha le feu ou la lumière au ciel » pour l'homme dont la pratique céramique a arraché sa couleur bleue au ciel, laquelle il l'a appliquée à son travail, à ses céramiques, qui, vous le verrez, et je l'espère, procureront des sensations vraiment exceptionnelles, puisque nous sommes convaincus, c'est un céramiste d'exception. Alors, si vous le souhaitez, nous allons maintenant se plonger, c'est peut-être pour cela que vous êtes là, dans l'œuvre du céramiste Guy Villeroy, l'œuvre de Théodore Dec, et notamment dans son travail sur les émaux, les couleurs. Je vous l'ai dit plus tôt, Théodore Dec est connu pour son bleu Dec. Sa notoriété lui vient surtout de son travail et des recherches qu'il a su mener sur ces émaux transparents, notamment les émaux bleus. Le bleu Dec ou le bleu ciel d'Égypte, l'inspiration pour ce bleu-là lui serait venue d'une céramique persane qu'il aurait découvert en 1859. Il est également inspiré par les céramiques qu'on peut trouver en Chine, qui l'incite à développer et à travailler ces émaux transparents dans sa production de céramique. Il présente ses premiers bleus à l'exposition des Arts industriels de Paris en 1861 et il remporte
lors de cette exposition, la première médaille de sa carrière. Ce bleu fascine vraiment le céramiste. Il l'avoue lui-même dans une lettre qu'il écrit en 1869 à M. Guichard, alors président de l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie. Il lui avertit qu'il consacre la plupart de ses recherches à la création et au développement de ce bleu deck. Alors nous avons eu accès à cette lettre grâce à un riche fonds d'archives conservé au musée Théodore Deck, grâce par l'entremise de l'association Théodore Deck avec laquelle le musée travaille également. Ce fonds d'archives comprend des lettres, des documents administratifs qui nous permettent d'en avoir davantage d'informations sur la vie privée de Théodore Deck. Et je vous cite cette lettre, ce passage qu'il adresse à M. Guichard. « En 1859, je fus séduit par les belles couleurs des faïences persanes, dont on me fit voir un échantillon, un carreau ébréché. À partir de ce moment, je consacrai la plus grande partie de mon temps à la recherche de cette belle fabrication. » Donc ce savant mélange d'oxydes que Théodore Deck a élaboré, des oxydes de cuivre et de cobalt, donne vie à des pièces aux reflets intenses dont la profondeur dépend de l'épaisseur de la glaçure. Et l'exacte recette semblerait aujourd'hui perdue. Vous figurez ici une assiette qui comprend ce bleu deck avec des parties plus sombres, des parties plus claires en fonction de l'étalement de la glaçure sur la pièce. Dans les parties les creuses, ont pu glisser les émaux qui donnent un bleu intense, et les parties en bosse ont une couche d'émail qui est un peu plus fine et de ce fait plus claire. Alors je vous ai dit qu'il semblerait que cette recette soit perdue. C'est peut-être un mythe que nous, on aime bien nourrir au musée Théodore Deck. Pour la médiation, vous en conviendrez, c'est plutôt agréable de parler du mythe de la recette du bleu deck. En revanche, il semblerait que des personnes à l'université de Haute-Alsace aient entamé il y a quelques années des recherches sur le bleu deck, pour l'instant sans trop avancer là-dessus. Mais les recherches sont également menées par les céramistes aujourd'hui, par les personnes qui sont sur le terrain, notamment sur la scène de la céramique contemporaine. Nous avons accueilli cet été au musée Théodore Deck une céramiste qui s'appelle Claire Lindner, qui mène un travail vraiment développé sur la pratique, sur la céramique contemporaine et sur ses émaux, donc qui elle a créé des émaux poudrés vraiment exceptionnels. Mais le travail dans la sphère contemporaine sur la céramique qu'on peut le plus rapprocher à Théodore Deck se trouve dans le travail d'Emmanuel Bosse, qui n'est pas nécessairement très lointain du cru de Théodore Deck, puisqu'il est originaire de Mannheim, et qu'il a réalisé une résidence à Sèvres entre 2016 et 2018. Et donc, nous, on fait souvent, on a une veille sur la céramique contemporaine, puisqu'on expose chaque année des céramistes qui présentent leur travail au musée Théodore Deck, en lien avec notre céramiste favori. Et donc, on peut voir des échos entre le bleu deck et le travail d'Emmanuel Bosse dans son installation qui s'appelle « La bibliothèque est en feu ». Théodore Deck n'a pas seulement développé le bleu, il a également à son actif un travail sur plusieurs couleurs. C'est le cas des fonds d'or que vous voyez ici sur cette pièce qui figure Ambroise Paré, laquelle a été offerte au médecin de Théodore Deck par Théodore Deck, une pièce réalisée en 1880, sur laquelle vous voyez des fonds d'or vraiment d'une qualité exceptionnelle. Ces fonds d'or ont été inspirés par Théodore Deck par la basilique Saint-Marc, qu'il a eu l'occasion de voir à Venise. Et donc, les décors de cette basilique ont inspiré Théodore Deck, qui aurait réalisé ces fonds d'or en mélangeant des feuilles d'or avec des pépins de coing. C'est une recette assez curieuse, mais qui figure dans son ouvrage de la faïence. Son ouvrage de la faïence qui a été numérisé, il est disponible en accès libre sur les plateformes de la Bibliothèque nationale de France, n'hésitez pas. C'est un ouvrage qui est écrit vraiment par quelqu'un de très pragmatique. Théodore Deck vivait dans son atelier, très pragmatique. Il vous écrit comme s'il vous parlait de ses recettes, de la céramique, des influences et de l'histoire. Les fonds d'or sont vraiment exceptionnels. Ils permettent également de relever certaines pièces. Alors malheureusement, la taille de la projection ne permet pas de voir les détails du corps de cet oiseau et des rayures sur l'abdomen de cette guêpe qui sont vraiment lumineux grâce au travail de la feuille d'or.
Vous les avez sur ces petits vases, mais vous en avez sur des centaines de vases dans la production de Théodore Dec. Ces ajouts qui rajoutent de la lumière sur la production du céramiste. Théodore Dec a également développé et travaillé la couleur vert céladon, que vous pouvez voir ici sur un biscuit de faïence figurant une amphitrite. Il s'est inspiré ici des céramiques chinoises, mais aussi des productions coréennes qu'il a pu voir dans les collections de ses contemporains Guimet et Cernucci, dont on parlera plus tard. Vous avez donc des pièces qui sont entièrement céladon, mais aussi des pièces qui sont décorées sur des fonds céladon. C'est le cas de ce plat qui a été réalisé par Théodore Dec et Ernest Carrière, qui figure un martin pêcheur, un fond céladon, des motifs de fleurs qu'on découvre avec passion dans l'intégralité de la collection du musée Théodore Dec. Théodore Dec a par ailleurs travaillé les pièces qu'on dit flammées ou sang de bœuf. Il s'est inspiré des productions chinoises de l'époque Song, puis de l'époque Ming, et a travaillé ces mélanges d'oxydes, de fer et de cuivre notamment, pour créer des rouges très intenses, qu'il a associé à des bleus très clairs ici, dans cette pièce avec un intérieur turquoise. Et vous le voyez également sur la base et sur le retour de l'œuvre du céladon. Donc ici, on a toutes les couleurs de Théodore Dec sur ces pièces qui sont vraiment richement colorées et très très agréables à regarder. Alors, au-delà du travail des couleurs, il paraît important de décrire, de détailler les nombreuses influences qui ont animé le céramiste dans sa production. Pour ça, il faut comprendre le 19e siècle, ce contexte historique et culturel important, c'est celui de l'industrialisation, c'est celui d'un regain important, d'un intérêt important pour les arts de la Renaissance et les arts de la période classique. C'est un contexte politique particulier. 7 régimes politiques se suivent en France, on a une industrialisation progressive, les modes de vie sont complètement bouleversés, les modes de production et de consommation changent également, et c'est également le printemps des peuples. On voit le développement en Europe de nombreux courants qu'on pourrait dire nationalistes. C'est le cas en France. Une forte identité nationale se développe et tend à valoriser les productions françaises, mais également les figures françaises, les figures culturelles, artistiques, les figures nationales, des héros. C'est le cas dans la production de Théodore Dec, vous le voyez ici. Théodore Dec et son collaborateur Eugène Milochaud ont réalisé un portrait sur cette pièce de Sarah Bernard. Alors, vous trouvez dans la production de Théodore Dec et de ses collaborateurs de nombreuses représentations de Sarah Bernard, et Théodore Dec aurait réalisé un décor, je l'ai appris avant-hier. Vous pouvez aller avenue de l'Opéra, 5 avenue de l'Opéra, il semblerait que c'est un magasin de cosmétiques un peu guindé qui réalise des parfums par ailleurs, installé dans l'ancien appartement de Sarah Bernard, dans lequel vous pouvez voir un décor réalisé pour Sarah Bernard, dans sa salle de bain, je crois, ou dans un salon. On a essayé d'aller voir. Alors, on a essayé d'y aller ce matin, figurez-vous. Ils nous ont dit, prenez rendez-vous, on était un peu déçus, mais on ne manquera pas de revenir juste pour ça, puisque c'est un décor, comme des décors que vous verrez plus tard, qui figurent un exotisme exceptionnel. Dans Sarah Bernard, il n'y a pas de Théodore Dec, c'est trop cher, cette pièce-là. Elles sont excessivement chères. Il y a du Lachenal. Oui, Lachenal, grand collaborateur également de Théodore Dec. Vous voyez également des figures nationales représentées ici, Jeanne d'Arc, sur une pièce réalisée en collaboration avec Sophie Chépy, une intime collaboratrice de Théodore Dec. Théodore Dec l'a rencontrée lorsqu'elle arrive à Paris, une femme nettement plus jeune que lui, originaire de Suisse, dont il tombe amoureux. Sophie Chépy, en revanche, n'éprouvera qu'une profonde sympathie pour Théodore Dec, mais elle restera avec Théodore Dec et complice jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle sera à son chevet au moment de son décès. Donc une pièce réalisée après 1887. Vous voyez également ici une pièce réalisée encore par Sophie Chépy, mais qui célèbre ici la nation suisse, puisque cette assiette figure la personnalité de Guillaume Tell. Voilà.
Donc, on valorise durant cette période au 19e l'art français, la période médiévale, la Renaissance et les productions artistiques de l'Ancien Régime. On valorise des modèles classiques, on valorise aussi des modèles de l'Antiquité. C'est un courant qui baigne le céramiste, l'historicisme, non seulement dans les modèles qu'il réalise avec ses collaborateurs, mais aussi dans les formes qui proviennent de la manufacture d'Eck et dans les techniques inspirées de la céramique de Saint-Porcher, par exemple, et d'incrustation de pâtes colorées qu'il entreprend au début de sa carrière. Il réalise donc des portraits de figures emblématiques nationales, dont vous avez eu la chance de voir ici, des figures régionales et des héros légendaires, des muses également. C'est le cas de la muse Euterpe, muse de la musique, ici peinte par Louis Carrier-Belleuse, sur ce plat réalisé par Théodore Deck. Figurent également d'autres éléments issus de l'Antiquité. C'est le cas de ce bas-relief copié par Théodore Deck, cette plaque qui reprend un célèbre camée romain, la Gemma Augustea, qui est aujourd'hui conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Donc là, c'est une petite pièce en céladon qui est vraiment exquise et dont on a la chance de conserver, au musée Théodore Deck. Ce sont également les motifs Renaissance, les motifs de rinceaux et de satire qui inspirent le céramiste et ses collaborateurs. Émile Reiber, ici, dessinateur, a réalisé pour Théodore Deck ce pot à tabac avec des décors de masques et de rinceaux de style Renaissance. Alors, l'historicisme dans lequel baigne Théodore Deck n'est pas sa seule source d'inspiration. Vous pouvez également, avec passion, découvrir l'orientalisme grâce à Théodore Deck. L'orientalisme distingue et désigne cet intérêt tout particulier pour l'ailleurs, pour les pays du soleil levant, du Proche-Orient, donc de la Turquie, de l'Égypte, mais aussi de l'Extrême-Orient, le Japon, la Corée, la Chine. Et Théodore Deck se fascine pour ses productions orientales qu'il découvre avec beaucoup d'intérêt dans les collections du musée de Cluny et dans les récits de voyage comme ceux d'Adalbert de Beaumont qui publie en 1859 ses recueils de dessins pour l'art et l'industrie. Ces recueils de dessins auront une grande importance dans la production de Théodore Deck. Il se plonge également dans les collections de ses contemporains, sans doute des amis, Émile Guimet et Henri Cernucci, qui ramènent du monde entier des productions, quand je dis monde entier, c'est surtout d'Asie, des productions artistiques. Donc la Chine et le Japon fascinent Théodore Deck et il s'inspire des productions asiatiques pour la manufacture, pour son atelier, pour les réalisations qui sortent de son atelier. Vous avez ici une pièce représentant un perroquet bleu Deck installé sur un petit promontoire couleur aubergine, inspiré des céramiques chinoises de la période Kangxi. Si j'écorche cette période, veuillez m'en excuser, mais je vous remercie. Donc la Chine inspire Théodore Deck. Vous avez, et je vous invite à aller découvrir au 3e étage du musée Guimet, une série vraiment gigantesque d'oiseaux de cette période qui figurent des pièces qui ressemblent presque à ces pièces réalisées par Théodore Deck. Des couleurs qui varient, des pièces monochromes, mais aussi des pièces polychromes. C'est vraiment des copies qui sont exceptionnelles. Théodore Deck s'inspire de la Chine, mais également du Japon. Il s'inspire du japonisme. Alors, pour éviter de vous faire un cours sur le japonisme et l'histoire, l'ouverture du Japon au monde au XIXe siècle, sachez juste que sont versées durant ce siècle des productions japonaises sur les marchés du monde entier, puisque le Japon, à partir de la signature de la Convention de Kanagawa en 1854, si je ne me trompe pas, s'ouvre au monde, et donc les Européens peuvent profiter des productions artistiques japonaises. Théodore Deck lui-même collectionne, comme ses contemporains Guimet et Cernucci, des productions japonaises. Il collectionne des estampes, il collectionne des lacs, des netsuke notamment. Mais ce sont surtout les estampes japonaises qui l'intéressent et les productions de ce qu'on appelle l'ukiyo-e, ces images du monde flottant qui représentent des scènes de la vie quotidienne, des scènes qui figurent l'impermanence des choses, mais également la nature, mais aussi des scènes érotiques, des paysages, mais surtout beaucoup de scènes figurant la faune et la flore.
Alors ici, nous avons un peu de tout. Nous avons une scène qui figure la vie quotidienne de cette pêcheuse et des scènes de la faune et de la flore avec ces poissons qui baignent sur le marli. Voilà. Théodore Deck et ses collaborateurs s'inspirent de ces productions, des productions japonaises, et réalisent ensemble des œuvres qui figurent ces paysages-là. On voit sur ce plat réalisé en collaboration avec Éléonore Escalier des oiseaux au clair de lune. Donc là, le bleu est très intense, c'est très agréable quand on est face à cette pièce, on est en pleine nuit, c'est vraiment, vraiment très agréable. N'hésitez pas à venir la découvrir au musée Théodore Deck. Vous avez ce plat qui figure un canard réalisé par Ernest Carrière, un canard colvert en vol vers 1890, qui comporte, comme vous l'avez vu plus tôt, des fonds d'or, un fond d'or dans ce soleil caché un peu par ces nuages dans le ciel dans lequel vole ce canard. Vous avez également des vases qui, eux, s'inspirent des productions chinoises et japonaises. Ici, vous avez un vase aubergine avec les anses bleu deck qui figurent des branches de cerisier en fleurs et une monture à tête d'éléphant, encore preuve de l'orientalisme qui fascine le céramiste. L'Extrême-Orient ne sont pas les seuls horizons qui fascinent Théodore Deck. Il est inspiré également par les productions du Proche-Orient. C'est le cas des céramiques produites en Turquie, les céramiques d'Iznik, produites à partir du XVe siècle, qu'il reproduit avec plaisir, qu'il reproduit ici, vous pouvez le voir, avec ce plat de style Iznik au motif qu'on appelle tourbillon et écume, présent sur le marli, qui comporte des motifs de tulipes, de prunus de jacinthe, d'œillets de rose, et surtout des feuilles lancéolées, que vous pouvez contempler ici. Il décline ses productions dans un nombre vraiment très important, sur des fonds blancs, mais également sur des fonds bleus. Voilà, il semblerait que certains des contemporains de Théodore Deck aient confondu des réalisations de Théodore Deck avec de réelles productions d'Iznik datant du XVe siècle. Théodore Deck s'intéresse également, il a beaucoup d'intérêt pour les productions de l'art hispano-mauresque et pour les productions des arts de l'islam, qu'il reproduit et copie avec grand intérêt. Je vous ai parlé plus tôt des recueils de dessins pour l'art et l'industrie d'Adalbert de Beaumont, dans lequel il puise des sources d'inspiration vraiment importantes. Vous le voyez ici sur cette lampe, inspirée d'une lampe de mosquée syrienne ou égyptienne, datée entre les XIIIe et XIVe siècles, que vous pouvez contempler. Il y a une copie quasi identique de cette pièce en verre, conservée au Victoria and Albert Museum. Je vous invite à aller faire le détour à Londres juste pour cette pièce. Elle est vraiment exceptionnelle, elle est en verre, elle est transparente, et vous figurez également ces écritures koufiques sur la face. Théodore Deck et ses collaborateurs reproduisent ces œuvres issues des arts de l'islam. Ils reproduisent des lampes, des bassins rituels, et ils s'inspirent également du palais de l'Alhambra de Grenade pour créer un imaginaire décoratif inspiré de l'architecture hispano-mauresque qu'on peut contempler avec grand intérêt sur cette pièce, sur ce haut-relief réalisé en collaboration avec Léopold Maurice, un sculpteur qui figure Suzanne et les vieillards. Alors malheureusement encore, on ne peut pas voir, du fait de la taille de la projection, les deux vieillards un peu lubriques qui se présentent derrière Suzanne. Suzanne qui se fait épier par ces deux vieillards lubriques et dont on juge la vertu. Heureusement, elle sera sauvée par le prophète Daniel. Et on constate sur cette pièce des mélanges d'influences, donc orientales, comme vous pouvez le voir sur l'arche au sommet de la figure de Suzanne, mais également ces branches d'olivier, les écritures sur la partie basse, donc ces influences orientales, avec des éléments plus classiques. Vous voyez le croissant de lune dans la chevelure de Suzanne. Est-ce que Suzanne ne serait-elle pas une Diane, finalement? Et donc, on a ces éléments artistiques qui empruntent aux productions antiques, aux productions des arts de l'islam, et qui racontent une histoire qui figure dans l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment une production éclectique de Théodore Deck que vous pouvez observer ici.
Théodore Deck réalise des séries de vases également, des pièces plus monumentales. La seule pièce que je vous montre dans cette présentation qui n'est pas issue des collections est celle-ci. Il s'agit d'un vase de l'Alhambra réalisé en 1862 et conservé au Victoria and Albert Museum de Londres, puisque Théodore Deck réalise ce vase qu'il présente pour la première fois à l'exposition universelle de 1862. Les expositions universelles sont un terrain de jeu pour Théodore Deck. Elles lui offrent une véritable possibilité de présenter les progrès de ses travaux, de ses recherches, ses progrès également et ses recherches artistiques, ses recherches et ses avancées dans sa production, dans un contexte d'émulation internationale. Toutes les expositions universelles entre 1862 et 1893 comprennent un pavillon dédié à la manufacture, qu'il s'agisse des expositions de Paris, de Londres, de Vienne, d'Amsterdam ou de Porto. Même après la disparition de Théodore Deck en 1891, les expositions universelles de Chicago en 1893 et de Saint-Louis en 1904 présentent les travaux de la manufacture Deck. La plus grande collection privée connue en ce moment de céramique de Théodore Deck est à New York. Elle est la propriété d'un célèbre architecte qui s'appelle Peter Marino. Donc Théodore Deck est connu à l'international aujourd'hui. Exactement, exceptionnel. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'est un plaisir de le parcourir. De nombreuses pièces sont présentes dans la production de Théodore Deck. Il a réalisé donc ces vases monumentaux, le vase de l'Alhambra que vous voyez ici, mais également des statues gigantesques, dont cette statue, alors elle a l'air petite ici, mais elle fait plus. Elle fait je crois près de 2,60 m cette pièce. Théodore Deck a réalisé cette pièce en hommage au céramiste Palissy, dont je vais pas me permettre de raconter son histoire puisque vous avez sans doute beaucoup plus d'expertise que moi dans ce domaine. Il a également réalisé plusieurs pièces s'inspirant des créations classiques. Il a réalisé un Laocoon dont on a perdu les traces aujourd'hui, qui semble détruit, mais aussi un Thésée terrassant le centaure Biénor, s'inspirant des travaux d'Antonio Canova. J'aurais envie de vous montrer Thésée réalisé par Théodore Deck, mais je ne peux pas, puisqu'il est en très mauvais état et il est en cours de restauration. Il vous sera présenté à partir du 14 octobre au musée Théodore Deck, une pièce exceptionnelle de Guebwiller. Ça vous donne toutes les excuses pour vous rendre à Guebwiller. Théodore Deck, au-delà des créations de vases monumentaux et de statues comme celle-ci, a réalisé des décors. Il a été sollicité pour la réalisation de nombreux décors monumentaux. En Alsace et à Paris, il a réalisé le décor du Cercle républicain que vous pouvez visiter avenue de l'Opéra, si je ne me trompe pas. Il a réalisé le décor orientalisant de la salle de bain de la marquise de Paiva, également visible, je crois, sur invitation. Il faut savoir s'y rendre sur les Champs-Élysées. Il a réalisé un décor que vous pouvez aller voir assez facilement. Le pavillon d'Aviou du Jardin du Luxembourg comporte des ornementations réalisées par Théodore Deck. Mais nous sommes très fiers au musée Théodore Deck de conserver deux décors exceptionnels. C'est le cas de celui que vous voyez ici, le décor de la véranda de la Villa Les Glycines, réalisé et pour des familles d'industriels guebwillerois. Les industriels guebwillerois étaient fans de flore, ils étaient fans d'horticulture, donc ils ont commandé à Théodore Deck et ses collaborateurs des décors pour prolonger leur passion de l'extérieur dans leurs intérieurs. C'est le cas de ce décor de véranda qui figure le témoignage de l'orientalisme avec une faune très abondante d'oiseaux et d'insectes, des symboles présents dans l'art chinois et l'art japonais, mais aussi des plantes, des chrysanthèmes, mais surtout des glycines qui nomment le décor puisqu'il s'appelle le décor de la Villa Les Glycines. Ces créations fascinent puisqu'elles présentent une faune et une flore exotiques qui invitent réellement les industriels et les commanditaires au voyage. Le zéro avait foule la Courbevoie, d'accord. l'orangerie de Bécon, qui a aussi 4 panneaux représentant Oui. les saisons.
Oui, voilà, les panneaux, les saisons, exactement. Voilà, là ce sont des panneaux, ici ce sont vraiment des décors qui étaient investis pleinement. On a un autre décor conservé au musée Théodore Deck qui a été utilisé pour une salle de bain, donc ça devait être plutôt agréable de prendre son bain au milieu d'un décor de Théodore Deck, vous en conviendrez. Au-delà de ces créations monumentales et de ces productions exceptionnelles, l'atelier des frères Deck acquiert une notoriété grâce à la présentation et la production de pièces en série qui prend de l'importance après le décès de Théodore Deck et qui permet de faire perdurer l'activité de la manufacture. Moins coûteuses que les grandes pièces, ces pièces ne sont pas moins destinées à une clientèle plutôt aisée. Ce sont des pièces de forme généralement, des plats, des assiettes. Là, ce sont des petites pièces, on part entre 20 et 30 cm de haut pour ces tanagras que vous voyez ici. Donc je parlais de pièces de forme, des plats, des assiettes, mais aussi des tanagras comme vous le voyez ici, ces statuettes figurant des jeunes femmes aux poses gracieuses, produites dans l'Antiquité, qui ont été redécouvertes dans les années 1870 en Grèce, dans la ville de Tanagra, et qui créent une véritable mode pour les tanagras dans les arts décoratifs à cette période. Théodore Deck réalise également en série et la manufacture Deck des vases aux couleurs changeantes, des vases gourdes, des bonbonnières, des soliflores. Vous avez des vases de tailles différentes ici. Un petit vase à décor de salamandre que vous pouvez trouver décliné en plusieurs couleurs, monochrome, polychrome. Ici, on a un vase aubergine avec une salamandre bleu Deck et des couleurs bleu Deck. Puis un vase bouteille figurant un dragon. Un vase aubergine figurant un dragon bleu Deck également. La production de Théodore Deck et de ses collaborateurs, elle est dense, elle est très éclectique et elle est passionnante, vous en conviendrez. Il est tout naturel que nous, aujourd'hui, nous célébrions ce céramiste d'exception à l'occasion du bicentenaire de sa naissance de Guebwiller à Paris notamment, puisqu'il est né à Guebwiller, mais il aura passé le plus clair de sa vie à Paris. C'est à cette occasion que les acteurs culturels de la ville de Guebwiller ont décidé de s'associer pour mettre en valeur cette figure emblématique. 2 expositions sont présentées à Guebwiller et elles accompagnent une programmation culturelle riche de conférences, de festivités en l'honneur de Théodore Deck. Sachez, si vous le souhaitez, je peux vous envoyer cette présentation, je peux vous envoyer également les éléments liés à l'exposition Deck qui sera présente au musée du 14 octobre 2023 au 3 mars 2024. Vous avez près de 6 mois pour vous rendre à Guebwiller. Prenez le temps, on vous y accueille avec plaisir. Voilà.